26 avril 2014. À la suite d'une fouille dans la décharge d'Alamogordo au Nouveau-Mexique, ce qui était alors considéré comme une légende urbaine est devenu une réalité. L'entreprise Atari, l'un des pionniers de la Silicon Valley, avait bien enterré ses propres jeux il y a 30 ans de ça. Cet acte, réalisé durant une nuit de septembre 83, est le symbole de ce qui amènera à un crash de toute l'industrie du jeu vidéo et à la faillite de la plus grande entreprise de l'époque. Le responsable désigné de cette crise, c'est ce jeu, considéré aujourd'hui comme le pire jeu de tous les temps. Mais comment un simple jeu peut-il à lui seul causer la crise de toute une industrie? Pourquoi avoir enterré leurs propres cartouches plutôt que de tout simplement les détruire? Et surtout, E.T. est-il vraiment le pire jeu de tous les temps? Eh bien cette histoire, elle commence en même temps que les débuts du jeu vidéo. Les premiers jeux vidéo ont vu le jour dans les années 60 avec Tennis for Two ou encore Space War. Mais tout commence vraiment en 1972 lorsque notre principal protagoniste, Atari, sort le premier succès de l'industrie, le jeu Pong. Ce jeu plus que rudimentaire devient le pionnier d'un marché qui va exploser, celui des bornes d'arcade. D'abord installé dans des bars ou des universités, le phénomène prend tellement d'ampleur que des lieux spécialisés verront le jour. Pac-Man, Casse-Brique ou Space Invaders sont alors les premiers hits qui émergent et il y a une ferveur qui commence à se créer autour du jeu vidéo. Mais en plus de plaire, cette activité elle a un avantage. C'est ultra rentable, jusqu'à même remplir quotidiennement des camions entiers d'argent comme en témoigne Tomohiro Nishikado, l'inventeur de Space Invaders. Néanmoins, pendant ce temps, une petite révolution se prépare et qui vient d'une idée très simple. Et si on pouvait faire la même chose mais de chez soi? C'est de cette vision que 5 ans après la création de Pong sort l'Atari 2600. Alors, c'est pas l'unique console de l'époque, mais c'est de loin la plus populaire et comme une voiture qui a besoin de son carburant pour rouler, une console, elle doit être alimentée en jeux pour se vendre. Un maximum de productions sont développées et une pratique commerciale très répandue est alors utilisée, le licensing. En effet, niveau divertissement, le jeu vidéo c'est tout nouveau, c'est bien moins important que le cinéma ou la musique. Et les mascottes que l'on connaît tous aujourd'hui n'arriveront que dans quelques années. Pour générer des ventes rapidement, rien de mieux que de nouer des partenariats avec des licences déjà existantes. Ça évite de devoir créer un univers, ça joue sur l'affect et ça permet de surfer sur le succès d'un film, ce qui facilite grandement le marketing. C'est dans ce contexte qu'Atari décide de collaborer avec Steven Spielberg pour adapter Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Le jeu est alors développé par Howard Scott Warshaw et retient bien ce nom car c'est le deuxième protagoniste de cette histoire. Raider of the Lost Ark est directement validé par Spielberg qui est super enthousiaste pour ce projet, ce qui donne envie à Atari de continuer sur cette lancée et de se positionner sur son prochain film, E.T. l'extraterrestre. En vrai, se positionner, c'est pas le bon terme, parce qu'ils sont prêts à tout pour obtenir les droits du film. Et quand on veut absolument quelque chose, on en perd bien souvent la raison. S'entament alors des négociations avec Spielberg, qui lui, a la tête sur les épaules. Il sait que l'image de son film vaut un paquet d'argent, mais surtout Steven, il a le sens des affaires. En plus de bien évidemment négocier une compensation financière, il exige une deuxième contrepartie. Le jeu doit impérativement sortir pour les fêtes de Noël, sinon le contrat n'est pas valide. Atari accepte, et les deux parties se mettent d'accord sur la somme de 25 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à plus de 80 millions. Ça paraît pas beaucoup à côté des 395 millions de dollars payés par Embracer Group pour le Seigneur des Anneaux, mais je rappelle que c'est le tout début du jeu vidéo, ça pèse pas encore plus que la musique et le cinéma réunis, et qu'à l'époque, il n'y a pas tout le monde sur la planète qui se balade avec un appareil dans sa poche sur lequel il peut jouer. Sauf que le temps que l'accord soit conclu, on arrive en juillet, et pour lancer la production à temps, le jeu doit être terminé avant septembre, ce qui laisse seulement 5 semaines de développement, alors qu'à titre de comparaison, Indiana Jones a pris 6 mois. Vu les délais intenables, personne chez Atari est prêt à accepter cette mission. Personne, sauf notre cher Howard Warshaw qui voit ça comme un challenge. Il négocie quand même au passage un petit salaire de 200 000 dollars et des vacances à Hawaï tout frais payés une fois le développement fini. À partir de là, le temps est compté. Il a seulement 2 jours pour imaginer le speech du jeu qu'il présentera à Spielberg en personne. Le concept qu'il a imaginé, c'est le suivant. E.T. arrive sur Terre et doit récupérer 3 pièces d'un téléphone dispersé aléatoirement pour qu'il téléphone maison et rentre chez lui. Chaque action effectuée consomme de l'énergie que l'on peut récupérer en mangeant des Reese's Pieces. La map est construite sur le modèle d'un cube où chaque face représente une zone. On est encore très loin du level design d'Elden Ring, mais pour prolonger l'expérience, Howard intègre des puits dispersés sur les zones vertes où se trouveront les différents items à collecter. Pour ajouter un peu de tension, E.T. se fait poursuivre par un scientifique qui veut le ramener à l'hôpital pour l'étudier, mais aussi par un agent du FBI qui veut lui voler les pièces du téléphone. Il présente ce concept et Spielberg lui répond tout simplement « Tu peux pas faire un truc plutôt comme Pac-Man ?» Sauf qu'Howard, il est convaincu de son idée et refuse parce qu'il a pas envie de développer une énième version d'un jeu déjà existant, sachant qu'en plus, Atari avait déjà son propre jeu Pac-Man. Spielberg accepte le concept et Howard peut commencer à coder le jeu. Son temps étant compté et plus que précieux, Atari déménage son matériel directement chez lui, faisant probablement d'Howard le premier homme à connaître les joies du télétravail. Pendant 5 semaines, il travaille H24, 7 jours sur 7, jusqu'à arriver au 1er septembre et terminer son jeu dans les temps. Howard prend quand même le temps de mettre un petit easter egg pour faire une référence à Indiana Jones, et comme je l'avais déjà fait pour ma vidéo précédente, j'ai aussi laissé un indice pour
pour annoncer la prochaine vidéo, donc abonne-toi pour pas la manquer. La mission est remplie, Spielberg teste le jeu et le trouve extrêmement bien, et vu que le timing est très serré, Atari lance la production directement sans faire de test consommateur. Après tout, Spielberg a validé. C'est que ça devrait être bon, non? Tout est bien beau dans le meilleur des mondes, et notre cher Howard peut profiter de ses vacances à Hawaï, et il a bien raison car il va en avoir besoin pour la suite. Le jeu sort officiellement le 2 décembre, les ventes démarrent plutôt bien, et 1,5 million de cartouches sont écoulées sur les premières semaines. Puis, plus rien. Tout s'arrête d'un coup. E.T. ne se vend plus, et ce pour une raison assez simple. Les retours sont mauvais. La presse est unanime, le jeu est beaucoup trop simple et est vu comme un jeu pour les jeunes enfants. La mécanique de tomber dans des trous frustre beaucoup de joueurs qui ne trouvent pas ça amusant. Mais Atari, ils restent confiants car leur adaptation de Pac-Man avait aussi eu des mauvais retours, mais c'était quand même vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Ce qu'ils savent pas, c'est que c'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait, et E.T. devient l'élément déclencheur d'un crash qui touche toute l'industrie du jeu vidéo. Mais pour comprendre comment ça a pu arriver, il faut qu'on s'intéresse d'un peu plus près au fonctionnement de la distribution des jeux vidéo à cette époque. Pour faire simple, l'éditeur, ici Atari, produit les jeux qu'il envoie ensuite à différents magasins pour qu'ils les vendent en se mettant d'accord sur la quantité et les prix. Sauf que ce système, il fonctionne sur un principe similaire à celui de la consigne. Si tous les stocks sont écoulés, c'est parfait, Atari récupère les bénéfices. Mais s'il reste des invendus, ils sont alors renvoyés et c'est l'éditeur qui supporte le coût de tout ça. Donc, si tu gères mal tes quantités, tu te retrouves avec des jeux invendus, ce qui te fait perdre énormément d'argent. Et ça fait déjà pas mal de temps qu'Atari a du mal à honorer toutes ses commandes. Pour pallier ça, les magasins commandent plus que nécessaire pour être sûr de recevoir des exemplaires et s'il y en a trop, c'est pas grave, il suffit juste de les renvoyer. Quand E.T. sort, Atari sont bien conscients de ce problème et ils décident d'établir des contrats d'exclusivité pour limiter cette pratique qui les désavantage. Sauf que qui dit exclusivité dit qu'il n'y en a pas pour tout le monde et les magasins non sélectionnés ou déçus de leur contrat renvoient tout leur stock pour montrer leur mécontentement. En plus de ça, vu qu'E.T. ne se vend plus, les cartouches commencent elles aussi à être renvoyées et pour limiter ça, Atari décide de baisser le prix de son jeu. Malheureusement, c'est trop tard. E.T. est alors le symbole des travers de toute une industrie qui est limitée par sa technologie, produit à outrance quitte à vendre n'importe quoi, où les jeux se ressemblent tous et ne sont que des répliques des premiers succès qui ont fait les beaux jours du jeu vidéo. Ce manque d'innovation et de diversité amène un désintérêt profond du public qui s'impacte directement sur les ventes. Pour relancer le marché, les prix continuent de baisser. À la base, une cartouche neuve est vendue aux alentours de 34$. Mais dans ce cas-là, on atteint le désespoir le plus total car E.T. voit son prix fixé à $1 symbolique. Rien n'y fait, Atari se retrouve alors avec 3,5 millions de cartouches du même jeu invendu qui revient dans ses stocks. Le résultat de tout ce fiasco, il se chiffre à 536 millions de dollars de pertes sur une année. Pour éviter la faillite qui pend au nez d'Atari, plusieurs décisions sont prises, notamment de délocaliser la production à Taïwan. Le centre de production d'El Paso, qui sert aussi de lieu de stockage, est amené à être reconverti en un centre de recyclage. L'entrepôt est alors plein à craquer de jeux et de matériel qui prend énormément de place et n'a plus aucune valeur sur le marché. Mais pas aux yeux de l'État, parce qu'un stock, ça a une valeur sur laquelle tu te fais bien évidemment taxer. Pour alléger leur facture fiscale, Atari prend une décision radicale. En une nuit, ils chargent les bennes de leurs camions qui, quelques années plus tôt, étaient pleines d'argent, pour les enterrer dans la décharge d'Alamogordo dans le plus grand des secrets. Cette décharge est parfaite, elle interdit les fouilles et les articles sont enterrés dans les 24 heures. Après, vu le nombre de camions dont ils ont eu besoin pour transporter tout ce matériel, ça a été dur de passer inaperçu et de garder ça secret. Plusieurs témoignages et articles ont relaté cet épisode parlant de plus de 3 millions de cartouches E.T. enterrées sans même compter les autres jeux. Mais par manque de preuves, ces faits sont restés considérés comme une légende urbaine jusqu'en 2013. 30 ans plus tard, et après que Breaking Bad ait permis au reste du monde de faire connaître l'existence du Nouveau-Mexique, Xbox décide d'exhumer ce mythe en finançant l'extraction de la décharge d'Alamogordo dans le cadre de leur documentaire Atari Game Over. La date du 26 avril est choisie et pour l'occasion, plusieurs personnes font le déplacement, dont notre cher Howard qui tient à voir ça de ses propres yeux car depuis, il est tristement célèbre pour avoir créé le pire jeu de tous les temps et a été désigné par beaucoup comme le responsable de ce fiasco. La fouille démarre et après plusieurs coups de pelleteuse, les premiers jeux sont déterrés. La légende est donc bien confirmée. Enfin, pas totalement. Oui, parce que comme toutes les légendes, celle-ci a aussi été déformée et exagérée. Pendant toutes ces années, les médias ont parlé de millions de cartouches enterrées, qu'E.T. était le pire jeu qui n'ait jamais existé et qu'il a causé à lui seul une crise, mais tout ça, c'est loin d'être vrai. Il n'y a jamais eu 3 millions de cartouches du même jeu enterré. James Heller, le directeur de l'usine, à l'origine de cet enfouissement, a déclaré qu'il y a eu au total 700 000 cartouches disparues. C'est déjà énorme, mais sur les quelques milliers de jeux déterrés ce jour-là, E.T. ne représente seulement que 10%.
Du coup, elles sont passées où ces millions de cartouches? Eh bien déjà, une entreprise qui pèse plus de 2 milliards, elle n'a pas qu'un seul entrepôt où elle garde toutes ses marchandises. Donc même en détruisant tous les stocks d'El Paso, il restait des produits autre part. Ensuite, quand un jeu était renvoyé, les supports, c'est-à-dire les cartouches ou les bornes d'arcade, étaient réutilisés pour intégrer d'autres jeux afin de faire des économies. Et non par conscience écologique parce que pour rappel, la première action du nouveau centre de recyclage, c'était de tout enterrer. Mais c'est loin d'être la seule décision absurde qu'ait prise Atari. Au hasard, je prends l'exemple du jeu Pac-Man qui avait été produit en 12 millions d'exemplaires alors qu'il n'y avait que 10 millions de consoles en circulation. Après, peut-être qu'ils étaient visionnaires sur le fait que quelques années plus tard, on achètera plusieurs fois le même jeu, mais j'en doute fort. Parce qu'E.T., c'est pas le seul responsable de ce crash économique. Le jeu vidéo c'était tout nouveau, et afin d'être les premiers sur ce marché, il y a eu une course à la production. Les entreprises ont préféré développer des jeux moyens à outrance plutôt que de prendre le temps d'innover et d'améliorer la performance de leurs consoles. En plus de ça, l'économie américaine était en pleine crise, ce qui fait que la plupart des personnes avaient moins d'argent pour se divertir. Du coup, le peu d'argent qu'il leur restait, ils le dépensaient dans quelque chose qu'ils ne considéraient pas comme une arnaque. Mais vu que cette crise elle est américaine, elle n'affecte pas les autres pays, comme le Japon, qui eux, au contraire, ont cherché à innover et sont arrivés 2 ans plus tard avec la NES, produite par une entreprise qui à la base faisait des cartes à jouer. Peut-être qu'ils feront des trucs cool plus tard, on sait jamais. De plus, quand on demande aux employés d'Atari si E.T. est le plus mauvais jeu qu'ils ont fait, la réponse est unanime. C'est non. Ils ont produit des navets bien pires. Mais au moins l'intérêt de ce reportage, c'est d'avoir en partie tiré la vérité sur toute cette histoire et de montrer qu'Howard n'est pas l'unique responsable et a seulement essayé de lancer un nouveau concept dans des délais dérisoires. Et donc même s'il avait écouté Spielberg et fait un énième Pac-Man, ça n'aurait pas empêché Atari de perdre autant d'argent et de se retrouver en crise. Aujourd'hui, Howard, il s'est reconverti. Il est devenu psychothérapeute. Il utilise sa propre expérience pour aider les ingénieurs de la Silicon Valley qui, comme lui auparavant, peuvent connaître des déboires à cause de leur métier et de leur environnement. Et au même titre, le cas E.T. aurait pu servir aussi d'exemple pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Celle de ne pas écourter le développement d'un jeu pour précipiter sa sortie afin qu'il arrive sous nos sapins à temps, quitte à tout miser sur le marketing et à ce que les phases de test soient bâclées. Ah, si seulement. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.